Bien, bonjour à tous. Je suis Christophe Maes, je suis aussi océanographe physicien au LOPS, comme Anne-Marie et puis Emmanuel qui vous ont déjà parlé. Et moi, je viens plutôt de l'horizon océan hauturier et des modèles. Donc j'étais dans les 16% apparemment de la petite bulle au début. Avant de continuer, j'en profite pour vous dire que ce n'est pas un travail isolé, hein, c'est un travail de toute une équipe au laboratoire et d'étudiants et de postdocs, de collègues en Indonésie et puis de collègues à l'IRD, puisque je travaille pour l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement durable. Donc moi, je suis plutôt venu de la grande échelle et je vais vous essayer de vous convaincre, ou enfin en tout cas de vous montrer comment je suis arrivé à me dire qu'il faut que je m'intéresse au littoral de plus en plus. Donc pour les plastiques, en général, je ne vais pas spécifier aucun type, aucun spectre de taille ou de taille ou de choses comme ça. Vous avez ici, c'est à peu près la seule courbe qu'on connaît bien, c'est la production de plastique mondiale, donc sensible depuis les années 50, donc à la sortie de la guerre. J'ai pris une année qui m'est chère là, donc pour vous indiquer qu'il y avait 27 millions de tonnes qui étaient produites. Et vous voyez qu'il y a 2 ou 3 ans, en 2020, avant 2020, on était passé à 10 fois plus. Donc à l'échelle d'une vie, en fait, finalement, on a multiplié par 10 le nombre de productions de plastique dans le monde. 56% ont été produits dans les 20 dernières années, et vous pouvez voir en termes de projection qu'on est sur des niveaux pratiquement exponentiels. Donc ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on est à peu près sûr, c'est ce qu'on produit. C'est plus difficile de regarder quel va être le devenir de ces plastiques, de l'ensemble de ces plastiques. Là, on se base souvent sur des études, donc là, typiquement de l'OCDE. Vous avez 9% qui sont recyclés, hein. Ça, c'est pour le mondial. Il ne faut pas mettre ça à l'échelle de la France, par exemple. 20% sont incinérés, 50% vont en décharge sanitaire, donc c'est-à-dire à peu près contrôlées. Et puis, vous avez 22% qui sont en pure décharge sauvage. Donc, c'est-à-dire que sur cette proportion, il y a, en général, on estime à peu près entre 3 et 5% qui va se retrouver dans l'environnement, et en particulier vers les océans. Donc, c'est une colonisation marine qui intervient à toutes les profondeurs. Vous avez ici différentes illustrations. Juste pour noter, évidemment, que un des problèmes majeurs était lié à la faune, donc typiquement les oiseaux. Je signalais par exemple que en fait, les premières mentions de plastique marin remontent aux années 60, justement par les ornithologues, les études d'ornithologie, qui ont vu tout de suite arriver donc, les plastiques marins dans les contenus estomacaux des oiseaux. Évidemment, vous avez sur le littoral, et puis toutes les gammes de profondeur jusqu'au fond, et éventuellement même les grandes fosses. Vous voyez, par exemple, ça c'est le trait de chalut remonté par des collègues japonais par 7000 mètres de fond dans une faille au large du Japon. Et puis vous avez toute l'interaction avec le biota. Donc ça c'est une photo du monde de la plongée sous-marine qui avait fait un petit peu fureur, qui a fait le buzz il y a 2 ou 3 ans. Et surtout en fait cette étude de Matthew Cole a montré dans les années 2020 donc la possibilité qu'on n'était pas sûr jusqu'à présent de l'ingestion par le zooplancton de microbilles, de particules de plastique qui sont ici colorées en vert. Et puis évidemment, forcément, si vous en avez à peu près dans tous les étages de la colonne d'eau et dans le biota, ça va se retrouver dans nos assiettes à travers typiquement par exemple les sels d'origine marine où vous avez des microplastiques à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pour le contexte général. Qu'est-ce qu'on sait observer aujourd'hui? C'est à peu près la carte qui vous donne l'ensemble des données qu'on a récoltées. Donc il faut savoir quand même que dès les années 80, les gens ont commencé à observer et puis à récolter des données avec ces filets particuliers, là, les filets Manta, donc qui sont faits pour scanner une partie de la surface, donc de l'interface finalement entre l'océan et l'atmosphère. Sur une certaine, donc un protocole a été développé, mis en place, de façon à homogénéiser les observations. On récupère ça dans un collecteur et puis il y a un décompte pratiquement visuel qui a été fait jusqu'à présent. Et quand on collecte l'ensemble de ces données à l'échelle globale, donc qui a été fait récemment par un collègue japonais, vous avez ici ces grandes cartes et ces grandes tracées de bateaux. On peut dire au moins 2 choses sur cette carte. Donc d'une part, elle est très inhomogène, forcément. On se retrouve plutôt, en fait, les gens ont été dans des zones où on pensait qu'il y avait des plastiques, notamment ces grandes zones de convergence qu'on va retrouver à peu près vers 30 degrés de latitude nord et sud. Et ces concentrations sont aussi très hétérogènes. J'ai oublié de dire évidemment qu'il y avait des concentrations très importantes dans les mers européennes, en Méditerranée bien évidemment, et aussi en mer du Japon par exemple. Par contre, en plein océan, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Vous pouvez avoir des concentrations très fortes et puis juste un peu après, vous pouvez repasser et vous aurez des concentrations beaucoup moindres. Donc c'est un petit peu cette carte et puis ces questions qui ont posé le questionnement scientifique
que je me suis posé depuis presque mon arrivée il y a 10 ans au LOPS à Plouzané. Donc c'est quel est le cheminement de ces plastiques et pourquoi le plastique s'accumule, puisqu'on voit bien qu'il y a ces zones d'accumulation, hein. J'ai oublié de dire, mais typiquement celle-là est relativement bien connue, puisque c'est ce qu'on appelle le Great Garbage Pacific Patch, la mer des Sargasses dans l'Atlantique, et puis vous avez les 3 zones à peu près équivalentes dans l'hémisphère sud, qui étaient moins connues et pas dénommées jusqu'à présent. Donc moi, mon approche, c'est d'essayer de comprendre ces questions et de répondre à ces questions avec des modèles numériques. Et puis, ce qu'on appelle un Particle Transport Model. Alors, pour faire simple, on va dire que revient à dire que je vais utiliser des bouteilles à la mer. Donc, je vais lancer des bouteilles à la mer donc dans un modèle. Et puis, avec l'aide des courants, je vais pouvoir calculer finalement leur déplacement et puis essayer de comprendre leur cheminement à terme. Donc, pour faire ça, il nous faut évidemment des courants. En général, on utilise donc des observations quand on en a, mais à l'échelle globale, en fait, à part les images satellites, qui ne donnent pas aujourd'hui encore le courant total observé. Donc, ça donne des composantes simplement du courant. Donc, en général, on se retourne vers les modèles, donc le Geophysical Fluid Dynamics, hein, vraiment l'utilisation des modèles numériques pour résoudre les équations de la dynamique des fluides et puis obtenir des champs de courant 3D, voire 4D avec la dimension temporelle. Et puis, dans ces champs de courant, on va mettre des particules fictives, c'est-à-dire, en fait, on va recalculer les trajectoires des bouées dans le déplacement des courants. Donc il faut pouvoir disposer donc, des champs de courant d'un modèle. En général, on le fait ça sur une grille donnée avec certains types d'échelles, un gros calculateur, et puis vous avez ce genre de solution à l'échelle de l'Atlantique Nord ici, où vous pouvez voir qu'on est capable de mesurer à ce type d'échelle de résolution, donc quelques kilomètres, on va pouvoir isoler des tourbillons, et autour de ces tourbillons, vous voyez, quand on fait le zoom, il y a toute une série de filaments et de structures qui vont donner des petites échelles. Donc ça, c'est très important parce que c'est peut-être ça qui va jouer un petit peu sur le dynamisme des particules. Il faut spécifier, je ne sais plus si je l'avais mis, non, je l'avais mis. Il faut spécifier dans l'approche, donc finalement, un scénario d'émission, où est-ce que je mets mes particules, où est-ce qu'elles arrivent à l'océan. Donc typiquement, on va prendre par exemple les principales rivières, et puis on va regarder le déplacement des particules. En fait, l'animation globale, on arrive donc depuis les zones les plus densément peuplées et au niveau des principales rivières, on met un nombre de particules plus important, et en quelques années, en fait, vous voyez dans les carrés bleus prédisposés ici, vous allez voir se concentrer les particules. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que ce n'est pas des zones mortes, ce n'est pas des zones d'accumulation où les plastiques ne bougent plus. En fait, ils sont constamment rebattus et rebrassés par les tourbillons qui passent. Et ça, on le voit très bien dans l'animation, quand ça veut bien marcher. Bon. En fait, donc ça expliquait assez bien les observations qu'on avait vues précédemment. Comment on est arrivé à regarder ce qui se passait près des côtes? C'est quand on a commencé à faire des bilans un peu plus précis pour essayer d'avoir des idées de où se répartissaient les principales masses. On s'est aperçu qu'il nous manquait beaucoup de particules et que la connectivité... Oups. Voilà. Ah, alors, on fait un petit rétro-pédalage. Voilà. Donc, vous voyez, donc les sources principales, c'est comme dans le sud-est asiatique. Hein. Vous avez des zones en permanence qui crachent d'émissions de plastique. Et vous voyez apparaître donc, les zones de convergence avec des cheminements. Les zones équatoriales, en général, se vident assez. Les courants sont divergents, donc on a une perte assez facile de ces plastiques. Et vous voyez un petit peu l'état final. Si vous vous rappelez la carte d'avant des observations, c'est quand même pas complètement idiot. Et on retrouve bien ces grandes zones d'accumulation, que ce soit dans le Pacifique ou l'Atlantique, et puis dans les zones de l'hémisphère sud. En fait, ces zones d'accumulation, même si on coupe les sources et qu'on regarde un petit peu, si on fait tourner 20 ans encore le modèle, en fait, ces plastiques resteront dans ces principales zones. Donc ça, on était plutôt content. Et on a regardé donc le bilan plus précisément et on s'est aperçu en fait que l'image juste avant était basée sur le fait qu'on utilisait à peu près 15% de nos particules qu'on avait lancées, donc de l'ordre de plusieurs millions. C'est l'avantage des modèles, c'est qu'on peut on peut s'amuser avec et mettre ce qu'on veut. Donc on avait plusieurs millions de particules, mais on n'avait que 15% qui restaient finalement dans les grandes zones océaniques. Et en gros, où est-ce qu'étaient partis les autres? Et les autres s'étaient approchés des côtes. Et vous voyez, en fait, même si les zones au départ de source sont très hétérogènes, la répartition de l'eau des côtes est relativement beaucoup plus homogène, avec très peu de différence. C'est à peu près le même nombre un peu partout. Ouais, mis à part évidemment quelques régions comme des zones désertiques ici ou par exemple au niveau de la Mauritanie. Donc on en est venu à définir cette idée de connectivité. Alors il y a des gens peut-être en écologie ou en biologie, ils ont cette notion de connectivité qui existe depuis longtemps. Et en fait on essaye de faire la même chose, la connectivité des plastiques finalement.
Et vous avez ici quelques chiffres qui vous indiquent des choses par rapport à ça. Et en fait, vous voyez, on se retrouvait avec 70% donc, de ces particules qui étaient près des côtes. Donc on a voulu un petit peu aller plus loin pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et en plus, on répondait en même temps à un projet de l'Agence française de développement donc sur les mers indonésiennes pour comprendre un petit peu la dispersion de ces plastiques. Donc la même approche a été prise. On prend un modèle avec des courants. On utilise donc les rivières ici données par dont le flux est donné par des modèles atmosphères donc de runoff, de déversement vers les océans. On connecte tout ça et puis on met un nombre de particules associées au débit de la rivière. Donc quand vous avez le flux de mousson, par exemple, dans cette région-là qui est très important, vous mettrez à l'eau beaucoup plus de particules puisque les rivières, en fait, sont vraiment le chemin privilégié du transport des plastiques dans le pays, enfin en Indonésie. Donc on s'est retrouvé, quand on a fait le bilan, avec 10% en mer. Donc, ici, c'était un modèle régional. Donc on avait 30% de nos particules qui partaient donc, dans les frontières latérales. Donc une fois qu'elles sortent du modèle, du domaine, elles ne sont plus comptabilisées. Et donc il restait 60% de particules donc, on a défini comme échouées en utilisant un critère dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, une particule, quand elle se déplace, et si elle s'approchait d'une maille, en fait, océan et terre, ici, et qu'elle s'approchait à moins de 9 mètres de la maille terre, on considérait qu'elle était échouée. Bon, c'est assez raisonnable d'imaginer ce qui se passe avec un flux de marée ou des choses comme ça. En fait, vous allez amener donc la particule à terre, et dans ce cas-là, elle ne rentrait plus dans nos calculs. Je signale que si vous voulez en fait refaire exactement ce genre de carte ou toutes sortes de diagnostics sur les 2 millions de particules qu'on a lancées donc, pendant cette simulation-là, toutes les données sont disponibles sur le portail Audatis. Et donc, comme on avait 60% de particules près des côtes, on s'est dit que pour aider les autorités locales, on allait faire un atlas en fait par façade océanique. Donc, on a découpé toute la région de simulation du modèle par façade océanique, typiquement Java Nord et Java Sud. Et puis, par exemple, si on isole donc, les points d'émission sur Java Nord sont assez bien marqués, et on retrouve évidemment des concentrations de particules assez importantes près des zones d'émission. Bon, c'est assez raisonnable. Vous pouvez voir quand même qu'il y a des spécificités. Donc là, on a une rivière qui arrive ici, et les particules ont tendance à s'accumuler sur le côté, en fait, suite à la circulation océanique. Et en même temps de faire donc, des cartes géographiques, on a évidemment les séries temporelles et les couleurs vous donnent en fait les noms des principales rivières contribuant à l'échouage donc pour cette zone-là. Là, on voit très bien que sur Java Nord, c'est essentiellement toutes les rivières de Java qui participent en fait à l'accumulation des particules autour de Java. Si j'avais pris un exemple, par exemple pour la côte ici de Sumatra, les 2 premières rivières donc sont des sources sont des rivières de Sumatra, mais on trouve que le 3e contributeur est une rivière des îles célèbres ici, qui viennent en fait connecter avec cette île-là à Sumatra lors de leur transit visiblement vers l'océan Indien. Et donc cet atlas a été bâti de façon à ce qu'on a pu le diffuser donc, aux autorités indonésiennes en 2022. Donc le challenge maintenant, c'était de se dire, bon c'est bien, c'est des modèles, on peut faire pas mal de choses avec et puis s'amuser beaucoup. Qu'est-ce que ça vaut? Et il faut quand même essayer de valider. Et là, le valider près des côtes, ça pose problème, c'est qu'on a très peu d'observations. On a quand même essayé de regarder ce qu'on pouvait faire. Donc ici, vous avez l'île de Java et l'île de Bali, avec des stations. Donc ici, ce sont des données d'observation visuelle des déchets le long des plages, donc juste reportées par des observateurs se déplaçant. Et donc on ne peut pas vraiment faire une vraie comparaison. Moi, je n'ai pas de déchets proprement dit dans mon modèle. Donc on a juste mis en relatif, donc ici le nombre de particules échouées dans le modèle sur les mêmes points, enfin au niveau des mêmes zones, on va dire. Et puis en bleu, vous avez les observations donc, par nombre d'items par kilomètre carré, donc résultant de ces observations visuelles. Vous pouvez voir que typiquement, au moins pour le contraste saison humide et saison sèche, ça marche pas si mal. On a essayé de faire la même chose sur d'autres régions avec cette fois-ci des vrais ramassages de déchets, donc avec des comptabilisations beaucoup plus précises. On voit que ça marche un petit peu moins bien et voir on a des zones, typiquement cette île-là qui est près d'un parc national où il y a beaucoup de déchets et nous on a très peu de particules. Donc il peut s'expliquer aussi par le fait qu'on n'a pas mis de rivière sur cette île-là et qu'on n'a pas aussi une activité touristique qui n'est pas prise en compte dans les scénarios de la source au départ. Donc pour finir, juste une autre région pour vous donner ici quelque chose donc, dans le golfe de Gascogne. Vous avez le modèle à 1 km. On voit très bien ici le plancher océanique au niveau de la transition vers le plateau et puis les ondes de marée qui tuent les signaux cohérents de l'océan.
La source, c'est les 4 principales fleuves de France. Et on a comparé cette fois-ci aux observations du Cèdre. Donc je vais un petit peu vite, mais donc le Cèdre en fait a un réseau d'observation et a un service maintenant proprement dédié aux déchets marins et notamment aux déchets plastiques. Et vous avez ici donc en relatif, quand on regarde ce qui se passe entre le modèle et les observations, donc pour 3 façades océaniques, hein, donc la partie Manche où il y a la Seine, la partie celtique c'est évidemment autour de la Bretagne, et puis vous avez le reste donc du golfe de Gascogne. Et vous voyez que c'est pas, franchement, c'est pas si mal que ça pour une première approche. Du coup, ouais, j'avais oublié de dire ici que c'est clair qu'il nous faut déployer, maintenant développer un modèle robuste d'échouage et d'interaction avec le littoral. Donc voilà un petit peu la conclusion qu'on était arrivé avec ces travaux-là. Et ici, j'ai mis les principaux points. Donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est caractériser le substrat. Vous imaginez que dans les pays tropicaux, en fait, si les plastiques arrivent dans une mangrove, ils ne vont pas se comporter du tout de la même façon que s'ils arrivent sur une baie sableuse ou sur des systèmes coralliens. Et ça, il y a quelques observations et quelques modèles qui seraient possibles d'utiliser. Il faut qu'on identifie les processus d'échange entre l'océan côtier et puis l'océan du large et caractériser les flux de plastique. J'ai voulu mettre ici une explication, ce qu'on fait en détail. Vous voyez, donc, quand on a une rivière donnée, on a un point dans le modèle pour dire c'est l'embouchure de cette rivière et je mets dans l'océan des particules de façon aléatoire dans un petit disque. Alors quand on a un bras de rivière comme ça se comporte, on va dire que c'est pas complètement idiot de faire ça. Par contre, quand vous avez un delta aussi complexe que le delta du Gange, c'est un peu grossier de dire que l'embouchure, c'est juste un point et puis quelques particules autour, quoi. Il faudrait être capable de modéliser finalement l'ensemble de ces bras de delta dans le modèle. Et il faudra aussi qu'on prenne en compte, qu'on améliore nos scénarios de sources potentielles, notamment au travers le trafic maritime qu'on n'a jamais pris jusqu'à présent en compte. Voilà, je vous remercie.